Il est clair qu'elle a subi un avortement forcé à la Havane et on peut légitimement se demander qui a fait le coup. Le gouvernement cubain, celui des États-Unis ou la CIA. D'après ce que je sais sur ce genre d'opération menée par la CIA à l'époque, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit responsable. Mon hypothèse, c'est que Castro lui-même est derrière tout ça. Il avait plusieurs amantes, et il est fort probable que Marita n'était pas la seule. La naissance d'un enfant aurait pu l'affaiblir politiquement. Les agents de la CIA ont invoqué l'avortement pour retourner Marita contre Castro. Si jamais Castro était effectivement derrière cet avortement forcé, on tenait le levier idéal pour préparer Marita, car il s'agit d'un cas typique de trahison. Non seulement parce qu'elle perdait son amant, mais aussi son enfant. Tout ça à cause de Fidel Castro. La CIA est déterminée à faire de Marita son nouvel assassin. L'étape suivante du recrutement s'appelle le développement. C'est là que les agents rencontrent Marita et commencent à la préparer. Les agents de la CIA s'appliquent tout d'abord à gagner sa confiance. En sortant de l'hôpital, j'ai pu rentrer chez moi sous surveillance, 24 heures sur 24, pour récupérer physiquement et émotionnellement. J'étais constamment entourée d'agents qui me donnaient des vitamines. Et à tour de rôle, ils gardaient un œil sur moi jour et nuit, sans arrêt. La CIA avait étudié Marita et connaissait ses vulnérabilités. Et pour le développement, elle allait justement s'en servir. J'avais le cœur brisé. J'étais triste, esseulée. Elle a vécu une trahison. On l'a forcée à se séparer d'un enfant qu'elle aimait et qu'elle comptait garder. Elle était traumatisée. Elle a fini seule dans un hôpital à New York. Ils se sont servis de tout ça. Leur argument, c'était de dire « on va se venger de lui. Lui, il vous a fait ça. » Castro l'avait laissé à son triste sort. Il n'était plus l'homme qu'elle pensait connaître. J'avais 19 ans, j'étais très naïve. Je n'y connaissais absolument rien en politique, en diplomatie internationale ou même en histoire d'amour. Ils vont tâcher de la convaincre que les États-Unis sont les gentils et que Fidel Castro est le méchant. Ils me répétaient les mêmes choses encore et encore. Fidel a fait ci, Fidel a fait ça, etc. Je faisais des crises de larmes où je me roulais en boule et je pleurais à n'en plus finir. Je réclamais le bébé. Je balançais des objets et on me donnait des pilules pour me calmer. Ils disaient, c'est votre colère qui sort. Vous devez faire quelque chose pour vous en débarrasser. Avant de poursuivre le programme, les agents de la CIA doivent s'assurer que Marita ne leur a pas menti sur son passé. Ensuite, il est très important de disséquer la personne, la cible, sous tous les angles. C'est capital parce que dans de nombreux cas, on s'est retrouvé avec un élément qui était un agent double ou qui finissait par le devenir. Donc, pour disséquer Marita, la CIA devait contre-vérifier toutes les informations qu'elle avait fournies à l'agence. Ses déplacements à la Havane, ses archives, voyages, ses connaissances sur place, si elle pouvait les joindre. Toute procédure est suspendue tant qu'on n'a pas fermement corroboré la crédibilité de ces témoignages. Après avoir travaillé sur sa relation personnelle avec Castro, décrit comme le méchant, l'agence doit vérifier les idéologies politiques de Marita. Les agents de la CIA s'aventurent dans le passé de la jeune fille. Marita leur raconte qu'elle est née en Allemagne, le 18 août 1939. 2 semaines plus tard, son pays envahit la Pologne. J'ai grandi pendant la guerre. Je me souviens juste d'une période difficile. Les agents apprennent que son père, Heinrich,
était capitaine de sous-marin. Quant à sa mère, Alice, elle était espionne pour la résistance française et les renseignements britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes premiers souvenirs d'elle, c'était au sous-sol, quand elle écrivait en morse. Elle leur raconte qu'en 1944, sa mère a été démasquée et emprisonnée au camp de concentration nazi de Bergen-Belsen. Marita, qui avait seulement 5 ans, l'a accompagnée. J'ai été incarcérée dans une maison SS, puis transférée à Belsen. Quand la guerre prend fin en 1945, le camp de concentration de Belsen est libéré et Marita secourue de justesse. Un chauffeur d'ambulance britannique m'a retrouvée à moitié morte sous une couchette à Belsen. Il m'a sauvée. En 1950, la famille déménage aux États-Unis dans la ville de New York. La vie devient alors plus facile pour Marita. L'histoire de l'enfance meurtrie de Marita en Allemagne permet aux agents de jouer sur sa loyauté envers son pays d'accueil. Pays où elle a connu le bonheur et pays que Castro menace à présent de détruire. Ayant insinué que Castro tient le mauvais rôle dans leur couple, la CIA élargit son approche et évoque sa haine de l'Amérique. On lui a annoncé que Castro était déterminé à envahir les États-Unis, à renverser le gouvernement, qu'il était mal intentionné, qu'il était en bons termes avec les Russes. Elle n'en savait rien. Il ne lui avait rien dit. Ah bon, vous ne saviez pas? Non, vous êtes trop bête, trop aveugle. Il m'insultait, il m'empêchait de sortir, il n'ouvrait pas la fenêtre, je restais enfermée. Il m'apportait juste à manger. Je me sentais prise au piège. Et il s'obstinait. Regardez, des nouvelles preuves. C'est un rouge, rien qu'un sale rouge. Vous devez faire quelque chose. Après avoir épuisé Marita, les agents tombent le masque et lui demandent de se joindre à eux. La dernière étape du recrutement, c'est le pitch. C'est à ce moment-là qu'on demande à la personne de venir travailler pour la CIA, les services de renseignement, le gouvernement. La CIA m'a dit, là, vous pouvez travailler pour nous. Le travail a porté ses fruits. Marita accepte. Les agents de la CIA lui révèlent alors le véritable objectif de la mission. On veut que vous l'éliminiez. Et je leur réponds, vous quoi? Vous me dites que vous voulez le tuer? Et ils me répondent, on n'emploie pas ce genre de terme, il s'agit de le neutraliser. Écoutez, vous pourriez verser quelque chose dans sa nourriture, vous l'empoisonnez et puis vous rentrez. J'ai répondu, je ne peux pas le tuer. La CIA persiste et décrit l'horreur d'un monde dominé par Castro et tente d'expliquer à Marita que c'est l'avenir des États-Unis qui est menacé. Il devait redoubler d'efforts pour la convaincre que Castro l'avait poignardé dans le dos, que son but ultime était d'envahir les États-Unis et de renverser le gouvernement, que des millions de vies étaient en jeu, que la Constitution était en jeu, voire qu'une éventuelle guerre nucléaire était en jeu, et qu'elle était l'une des seules à pouvoir l'arrêter. Et je me suis mise à les croire. C'est ce que ferait une bonne citoyenne. Je voulais faire partie des gentils, pas des méchants. Vous devez le faire. Non seulement pour vous, non seulement pour votre liberté, mais pour les États-Unis et ses habitants. Moins de 150 km. Il est aussi près que ça. Vous pourriez presque vous y rendre à pied. Vous sautez par-dessus une flaque et voilà, vous y êtes. Réfléchissez, Marita, vous allez sauver ce pays des sales griffes du communisme. Ma mère serait tellement fière de moi. On serait tous tellement fiers. Et j'aurais une étoile dans les locaux de la CIA à Langley. En fin de compte, la tactique de la CIA semble payante.
Ils ont fini par me convaincre. Je me suis dit, ok, ils n'ont peut-être pas tort. Si Fidel est imprévisible, il peut actionner le bouton. Si je lui fais avaler un cachet spécial, j'empêcherai une invasion. En définitive, mon devoir est de rentrer là-bas pour le tuer. À la fin du mois de décembre 1959, la CIA veut mettre à l'épreuve sa volonté et renvoie son nouvel agent à Cuba. Marita voyage en tant que touriste américaine. Mais sa véritable mission est de juger la réaction de Castro devant sa bien-aimée, qui a passé 6 semaines en convalescence à New York. Ils ne voulaient pas que je reste trop longtemps sans revoir Fidel. Il valait mieux éviter qu'ils me prennent pour une traîtresse passée du côté de l'ennemi. Marita renvoyée à la Havane par la CIA, ça ressemble à une phase de dissection. Effectivement, si elle avait été un double agent ou s'il avait fourni de fausses informations, elle serait restée là-bas. J'avais les clés de la suite, chambre 2408. Je pouvais aller et venir à ma guise. Les jouets étaient toujours là, et la musique, et les bottes, et ses vêtements dans le placard. Donc, si elle se rendait là-bas, respectait les instructions qu'on lui avait données aux États-Unis, se comportait comme convenu et finissait par rentrer, elle enverrait un signal très positif, signifiant « Elle a fait ses preuves, on peut la recruter ». Marita réussit le test. La CIA peut maintenant planifier l'assassinat. Début janvier 1960, la CIA ordonne à Marita de se rendre à Miami pour rencontrer un certain Frank Sturgis. Ancien officier des Marines, Sturgis a combattu avec Castro dans les années 50. Ce dernier lui confie l'agence secrète de l'armée de l'air. Quand Sturgis réalise l'ampleur de la révolution en cours, il change de camp et se fait embaucher par la CIA. La presse le surnommait le James Bond grandeur nature, à juste titre. Il a employé une trentaine de faux noms au cours de sa carrière d'espion et d'assassin. J'ai vécu 1 an avec lui à Miami quand j'étais étudiant. Il avait un tiroir rempli de fausses cartes d'identité. Et même que certaines semblaient provenir de pays de l'Amérique du Sud. Ce type-là, comment dire, était un homme d'action, pas du genre à rester causé sans rien faire. Il croyait fermement au principe de liberté défendu aux États-Unis et n'aimait pas le communisme. Il détestait ce dogme du contrôle total de l'individu et il se battait contre ça. En résumé, il était en guerre contre Castro. Quand Marita a rencontré Frank Sturgis en janvier 1960 pour planifier l'assassinat de Castro, Frank travaillait alors main dans la main avec la CIA pour faire tomber le gouvernement cubain. Il m'a dit que pour une femme d'à peine 20 ans, Marita était intelligente, ravissante et équilibrée. Il était impressionné de la voir si mature à un si jeune âge. Elle s'était retrouvée propulsée malgré elle sur l'échiquier mondial en raison de sa relation avec Fidel. Sturgis a pour tâche de trouver une arme adaptée que Marita pourra utiliser contre Castro. Devra-t-elle prendre un pistolet? Un couteau? Finalement, ce sont les pilules empoisonnées qui l'emportent. Pour s'en fournir, Sturgis sollicite une source inattendue. Quand Frank Sturgis m'a tout raconté, je lui ai dit « Du poison? Enfin, comment? Où est-ce que tu as trouvé du poison, Frank ?» Il m'a regardé et a répondu « J'ai fait appel à des amis. Et moi, des amis, disons de bons amis de la famille. » Et bien sûr, j'ai compris que c'était la mafia. Le scénario de la CIA travaillant avec la mafia